Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio de développement personnel. Et chaque semaine, j'ai un plaisir immense, et d'ailleurs ça se voit sur ma face, comme diraient les Québécois. J'accueille Michel Poulart. Fantastique. Magnifique, Michel. C'est super. Après l'épisode où tu as écorché mon nom, tu le dis super bien, c'est extraordinaire, je te remercie. Ça me fait énormément plaisir, Michel. Michel, ça va bien depuis la dernière fois ? Écoute, très très bien. Moi, je suis toujours très très content de pouvoir être là, content de pouvoir contribuer au succès de ton projet 1001 clés de vie. C'est vraiment sensationnel. Franchement, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, plaisir de te revoir. Et même si on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, la magie de la technologie fait que c'est comme si on était vraiment face à face, quoi. Ah bah, on est face à face. Mais exactement. C'est fantastique. Exactement. Michel, aujourd'hui, on va avoir une émission qui est quand même assez intéressante. Souvent, on le vit, la médisance, et puis comment s'en détacher de cette médisance. Vous savez, quand il y a des gens qui parlent dans ton dos, etc., là, blablabla. C'est horrible, ça. D'ailleurs, j'ai entendu des trucs horribles à ton sujet. Ah, bah ça tombe bien. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et il faudrait pas que ça arrive aux oreilles de ta femme, parce que ça pourrait te coûter ton couple. Ah. C'est terrible. T'as quelque chose à cacher, j'en suis sûr. Ah, mais on en a tous. On a plein de cadavres dans les placards. Moi, j'en ai. C'est vrai. Ah, ouais. C'est vrai. Alors, le truc, c'est vraiment d'assumer ces cadavres. C'est important. C'est ça. D'ailleurs, on va rebondir là-dessus. C'est intéressant et c'est important ce que tu dis. Attends, je vais juste fermer la porte parce qu'il y a un gros camion qui arrive et ça risque de faire énormément de bruit. Ouh. Alors, les amis, pendant que Michel va fermer sa fenêtre, je vais vous danser une gigue. Ah, ben, Michel, tu vois, c'est rapide. Alors, Michel. Alors, la médisance, c'est un sujet qui est effectivement délicat. On pourrait se dire, est-ce qu'on va en rire ou pas ? On va le faire comme j'ai l'habitude de le faire, avec ma propre énergie. Moi, je préfère en rire, même si c'est effectivement un sujet très sérieux qui peut effectivement causer énormément de dégâts dans une vie personnelle, mais aussi dans une entreprise, parce que la médisance, eh bien, c'est aussi la chose à laquelle on doit faire face quand on est face à des concurrents probablement malveillants. Ça peut également causer beaucoup de tort à une entreprise, à un personnage public. On connaît des histoires médiatisées de gens qui ont eu affaire effectivement à la médisance. Là, au moment où on parle, il y a par exemple au Royaume-Uni un procès de Kate Middleton, un procès contre la presse People qui a réussi à avoir une photo d'elle nue, etc., etc. Voilà, ça prend de l'ampleur extraordinaire et ça peut causer énormément de tort à la personne. Bref, qu'on soit une personnalité publique, un homme politique, un acteur, un comédien ou même tout simplement un entrepreneur ou dans notre vie privée, la calomnie, la médisance, ça fait mal. La calomnie, la critique, la diffamation, tout ça sont des cousins de la médisance. Et pourtant, ce qui est assez intéressant, et je voudrais commencer avec ça, c'est ce côté un petit peu paradoxal de la médisance. Dire du mal de quelqu'un, Alex, c'est pourtant si bon. On a tous vécu ça. Ça peut détendre. Franchement, c'est comme ça que j'ai envie de commencer notre conversation. C'est par commencer à le dédramatiser. C'est qu'au fond, chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie, on dit tous quelque chose de mal de quelqu'un. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous disons du mal de quelqu'un, souvent on a l'impression que c'est justifié. C'est vrai, c'est ce qu'on ressent, c'est nos perceptions, c'est ce que nous vivons, c'est notre vécu, ce sont nos faits à nous. Par exemple, dans le monde de l'entreprise, la machine à café, je pense que si cette machine avait des micros, elle exploserait. Si celui qui écouterait ce que se dit à la machine à café, ses oreilles saigneraient, tellement ça ferait du mal. Mais soyons francs, soyons honnêtes, Alexandre, et puis vous qui nous regardez, nous-mêmes, on sait ô combien ça fait du bien de dire du mal de l'autre. Que ce soit en entreprise, face à un manager qui semble complètement bloqué, qui semble parfois même injuste, qui vous demande des objectifs inatteignables, face à un membre de la famille qui vous a blessé, qui vous a vexé, un ami, enfin, peu importe. J'ai envie de dire quelque part, la médisance a quand même ce petit quelque chose qui crée aussi un lien social. Ça, c'est l'aspect plutôt positif de la médisance. Et là, j'ai conscience que j'arrive sur un terrain sur lequel on ne m'attend peut-être pas. C'est qu'on s'attend souvent à dire la médisance, ça fait mal, etc. Mais j'adore relativiser et prendre un peu de recul sur un sujet qui nous concerne tous parce que nous-mêmes, nous sommes parfois la source de médisance. Et si on comprend comment ça marche avec nous, pourquoi nous le faisons nous-mêmes,
ça nous aidera plus tard dans cette émission à comprendre comment nous devrons peut-être apprendre à relativiser la critique de l'autre. Donc, effectivement, la médisance, ça crée du lien social. Hein, imagine au bureau quelqu'un qui ne critique jamais personne, c'est un peu louche, quoi. Tu vois, c'est étrange. Alors, je suis pas en train de dire que la critique est bonne. Je suis pas en train de justifier la critique. Je suis en train de justifier le lien social. Et ça, c'est tout simplement, c'est de la sociologie. La critique crée des liens avec les gens et crée des sujets de conversation. On n'aurait pas de critique, on parlerait probablement que de football et de ce qu'on a vu à la télévision. Et on s'ennuierait probablement très très vite. La critique aussi a un autre effet cathartique. Un effet cathartique, c'est un effet qui permet de soulager, hein, c'est un terme psychologique. C'est cet effet qui nous permet de vider son sac aussi. Parce qu'il y a parfois des choses que nous avons en travers, des choses qui nous perturbent, des choses... Hein, voilà. La critique a cet effet bénéfique de pouvoir vider son sac et de pouvoir dire ce que nous avons sur le cœur. Imagine si la critique serait interdite... on resterait tous avec nos ressentiments, nos ressentis, nos perceptions, nos vécus, et on serait tous au fond quelque part très malheureux. Tu vois où je veux en venir ? Tu vois où je veux en venir ? Donc tu vois, tout ça, ça relativise. La critique a aussi ses effets bénéfiques. Ça permet également de créer une sorte d'exitoire à l'agressivité. Ça nous arrive à tous, à un moment donné, on accumule, on encaisse, et on ne dit rien sous prétexte qu'il ne faut pas critiquer, qu'il ne faut pas être méchant, qu'il ne faut pas ci, qu'il ne faut pas ça. Puis au final, eh bien, on explose et on peut même devenir agressif. Et d'ailleurs, l'une des bases de l'agressivité, ce sont, quand on approfondit ces sujets-là, hein, quand on parle à des psychologues, etc., on se rend compte que ce sont des gens qui ont souvent accumulé énormément de choses et n'ont pas extériorisé ce qu'ils avaient à dire. Donc, tout ça pour dire que la critique, bien entendu, a aussi ses effets bénéfiques. Et ça nous permet un petit peu de comprendre progressivement que si nous-mêmes nous changeons notre regard sur la médisance, ça va nous aider nous-mêmes à la gérer, à la traiter et à faire en sorte qu'elle nous blesse beaucoup moins. La relativiser. Je me souviens parfois que... Enfin, je vais raconter une petite histoire, hein, j'aime bien raconter des petites anecdotes. Pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, ça soulage aussi. Ça soulage sans avoir l'intention de faire mal. On peut par exemple, hein, ça nous arrive à tous, hein, je veux dire, voilà, on est tous humains, de critiquer quelqu'un, mais de ne pas en parler à cette personne, mais d'en parler à un autre ami. Et moi, je me souviens, par exemple, l'intention n'est pas mauvaise. L'intention, c'est de pouvoir se soulager le cœur sans que l'autre personne ne le sache parce que tu ne veux pas la blesser. On connaît tous ces situations un peu complexes. Au fond, elles ne sont pas si complexes que ça. C'est quelque part, nous avons quand même un esprit bienveillant, on ne veut pas blesser l'autre, mais on a besoin d'en parler, on en parle à quelqu'un de confiance. Et je me souviens que lors d'une organisation, d'un événement dans lequel j'étais impliqué, j'avais quelques difficultés avec l'un des intervenants de cet événement. Je ne vais pas le citer parce qu'autrement ce sera trop flagrant. Hein. Il y a énormément de gens qui écoutent. Et parmi ces intervenants, l'un d'entre eux m'avait donné l'impression qu'il était plutôt là pour se montrer, pour se faire voir, pour se la péter, voilà. Et on demandait à tous les intervenants de jouer le jeu et cette personne-là ne jouait pas. Et on sentait vraiment que l'ego de cette personne était beaucoup plus grande que le projet. Et comparé à toutes les autres personnes impliquées dans ce projet, il était clair que cette personne ne cherchait qu'une seule chose, c'était venir faire sa prestation et le reste ne l'intéressait pas. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'avait énervé parce que je suis quelqu'un qui est toujours impliqué dans ce que je fais. On était dans une équipe de gens qui faisaient chacun leur travail et tout le monde bossait pour faire de cet événement un vrai succès. Et à mes yeux, le succès, là on touche à des valeurs, hein, mes valeurs étaient touchées, mes croyances étaient également touchées. Donc forcément, moi qui ai un esprit très professionnel, quand je prépare un événement, quand je prépare mes conférences, je suis très à cheval sur la préparation, sur l'écriture, sur le coaching, etc. Et cette personne, en fait, prenait tout ça à la légère. Voilà. Et j'ai eu le malheur, et ça c'est vraiment l'inconvénient des réseaux sociaux, d'écrire un commentaire en privé, en message privé, à la personne, à un ami, donc pas à cette personne en question, mais à un ami, une tierce personne, soulager mon cœur, et par accident, comme j'étais en parallèle en train de parler dans une discussion de groupe, je me trompe de fenêtre, la vache. J'écris
tout ce que je ressens sur cette personne dans le groupe. D'accord. Okay. Et donc, du coup, c'est une vingtaine de personnes qui a pu lire mon désarroi, mais également dont cette personne. De cette personne que je citais nommément, bien entendu. Donc, il n'y avait plus de... Parce que j'étais convaincu d'avoir écrit à mon ami sur un chat privé. Je m'étais trompé. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Alors que mon intention n'était pas de le faire savoir, mon intention n'était pas de le blesser, il l'a lu, ça l'a blessé. Et ça m'a permis au moins de percer l'abcès, d'en discuter et de lui dire ce que je pense et d'en parler en privé après. Voilà, tout ça pour dire que on peut parfois être maladroit et avoir une bonne intention et puis s'avoir parce qu'on est maladroit et après il faut l'assumer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est après assumer, aller au bout de la démarche et effectivement dire réellement ce qu'on a sur le cœur avec les gens. Et à mes yeux, on peut tout dire aux autres. Mais tout dépend aussi du ton et de la façon dont on va dire les choses. C'est ce que j'allais dire. On peut dire directement les choses à la personne, mais en fonction de comment tu les dis, la perception va être perçue de façon différente. Ouais. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut pas, en général, dire les choses à chaud, en pleine colère, et vaut mieux. Et effectivement, cet adage, pour moi, fonctionne très bien. Laissez passer une nuit, car la nuit porte conseil, et le lendemain, t'es souvent beaucoup plus calme. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, autre avantage de la médisance, c'est que les médisances, quelque part, si on y réfléchit un peu, elles parlent aussi un peu de nous. Si on laisse notre ego de côté, est-ce que ce qui est dit est vrai ou pas? Dans un premier abord, ce n'est pas vraiment la question, mais souvent les médisances renvoient une image que les gens ont de nous. Et ça peut être pour nous un signal, si on le prend de façon positive, un signal de travail, un axe de travail sur lequel on peut effectivement se concentrer en disant, attends, si on dit ça de moi, au premier abord, bien entendu, je peux peut-être avoir l'impression que ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Peut-être que factuellement, c'est effectivement faux, mais c'est probablement une façon comme une autre de savoir ce que les autres pensent de nous et de pouvoir travailler sur soi. Non pas de s'offenser, mais de le prendre comme quelque chose de constructif. Tu vois, ça c'est toujours la vision optimiste des choses. C'est qu'est-ce que je peux faire d'une critique? Eh bien, c'est de l'accueillir comme si c'était un cadeau. Donc, quels sont ensuite les bénéfices que je peux tirer de cette critique? Qu'est-ce que moi je peux en tirer? Au lieu déjà de tirer sur l'autre, cette situation en question, juste un petit peu, et je dis pas qu'il faut toujours se mettre, mais si déjà on se remet en question, ça nous permet déjà de prendre du recul, de compter jusque 10, voilà, de se calmer, de poser, et d'essayer d'analyser ça avec une certaine hauteur. Ensuite, est-ce que ce qui est dit sur moi, est-ce que ce qui est dit sur moi est réellement quelque chose de nuisible? Parce que parfois on réagit sur tout. On saute sur toutes les opportunités et en réagissant là-dessus, parfois on amplifie quelque chose qui n'a peut-être pas été vrai, quelque chose qui est peut-être vrai, mais notre réaction va amplifier la médisance de l'autre et l'autre ça va lui servir en disant t'as vu, j'avais raison, t'as vu, t'as vu, ça réagit, t'as vu, il se met toujours en colère. Donc rester calme, c'est souvent plus bénéfique pour nous. Et c'est vraiment se poser la question, est-ce que la réaction que je vais donner face à cette médisance ne va pas plus me nuire que ce qu'elle a déjà comme effet aujourd'hui sur moi? Tu vois, Alexandre? Et tout ça pour dire qu'au fond, quelque part, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons si on va s'offenser ou pas. Parce que l'offense, se sentir vexé, c'est aussi une question d'ego. C'est en général quand on dit bon laisse tomber, on estime que c'est pas important, que ça n'a pas de charge, que ça n'a pas de poids. C'est un choix. Se vexer est également un choix. Ça peut paraître étrange, mais c'est un choix. C'est ce qu'on dit souvent, justement. C'est on est responsable de la façon dont on va réagir face à un événement. Exactement. Eh bien, la médisance, c'est aussi un événement et la façon dont on va réagir va avoir énormément d'impact sur nous, la façon dont on va la ressentir et sur tous les autres qui ont entendu cette rumeur. Ensuite, maintenant, comment encaisser les rumeurs? Eh bien, déjà, je pense que ce qui est important, c'est de s'appuyer sur ce qui est bon. Et ça, c'est vraiment la définition de l'optimisme, c'est d'aller chercher le meilleur. Eh bien, c'est d'aller s'appuyer sur les gens qui nous aiment et qui, peut-être, vont nous tirer vers le haut et nous confirmer ou infirmer que cette rumeur est plutôt vraie ou plutôt fausse. Et là, c'est là où on attend justement de nos amis de la sincérité, de l'honnêteté, c'est de s'appuyer sur des gens qui nous apprécient. Et c'est sûr qu'à nouveau, si on se concentre sur les choses qui vont mal, on va les attirer à nous, on va voir, et si on se concentre sur ce qui va bien, sur ceux qui nous aiment, eh bien, c'est ce qu'on va ressentir également. Donc, si vous êtes victime de médisance,
en priorité, allez chercher ceux qui vous aiment et ceux qui vont vous tirer vers le haut, parce qu'on aura besoin justement d'avoir cette énergie positive. Et puis sur ceux qui vous apprécient, comme je le dis, demandez-leur un feedback. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis vraiment comme ça, ou est-ce que tu trouves que, ou est-ce que c'est pas exagéré? Si vos amis sont sincères, ils vous donneront une réponse. À vous, bien entendu, de rester ouvert. Le but n'est pas justement d'alimenter cette blessure et de se dire ah toi non plus, t'as vu, toi non plus, t'es pareil que les autres. Alors là, ça part complètement en jeu de chaussettes. Et là, non, mais la question se pose, c'est qu'est-ce que je peux moi-même prendre sur moi pour effectivement prendre de la hauteur face à ce qui est dit sur moi. Et puis, il y a quelque chose qui est très très important, c'est que souvent quand on a affaire à de la médisance, à de la calomnie, on va chercher à se défendre et on va chercher à démentir. Et il y a une règle de communication que l'on voit, que l'on retrouve également dans les médias, chez les hommes politiques, chez les personnalités publiques, c'est d'éviter d'aller chercher à démentir parce que souvent, eh bien, on va amplifier la chose parce que les gens vont voir ça comme étant une preuve de culpabilité. Parfois, dans certains cas, et j'ai envie de dire dans certains cas, oula, le micro il s'en va, tu vois, dans beaucoup de cas, quand on y réfléchit, eh bien, le fait de ne rien dire, l'affaire se tasse d'elle-même, et bien souvent, quelques jours plus tard, on n'en parle même plus. Je me souviens, dans les années 90, il y avait l'affaire de Salman Rushdie qui a écrit les versets sataniques. Et en fait, Salman Rushdie était un auteur complètement bidon. Son livre, les versets sataniques, c'était un bide. Et ce qui s'est passé, c'est que le Shah d'Iran à l'époque avait mis une condamnation à mort sur la tête de Salman Rushdie pour un livre qui n'était connu ni d'Ève ni d'Adam, qui était un bide complet. Mais le fait d'avoir mis ça dans les médias, le fait d'avoir fait exploser cette affaire, eh bien, a fait que du coup, ce livre est venu à la lumière et des millions de personnes se sont mis à l'acheter et c'est devenu un best-seller. Donc, vaut mieux parfois laisser les choses telles qu'elles sont plutôt qu'amplifier et donner raison à ceux qu'on voudrait peut-être pas. Ceci dit, ça dépend de l'objectif, hein, parce que là, en l'occurrence, Salman Rushdie a gagné énormément de livres. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est encore vivant. Oui, il est encore vivant. Il est encore vivant. Et dernièrement, il y a quelques années de ça, sa peine de mort a été levée, mais jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, ou peut-être pas loin de ça, en tout cas, il était caché avec garde du corps, etc. Parce qu'effectivement, sa tête était mise à prix. Alors bien entendu, lui, il l'a pas cherché. Je veux dire, lui, dans l'occurrence, c'était sa tête qui était mise à prix. Mais parce qu'il y a eu cette guerre médiatique, ça a fait que son livre s'est vendu. Il en est devenu millionnaire, alors qu'en fait, c'était un petit auteur de rien du tout. Mais c'est un exemple pour illustrer justement de ne pas devoir aller chercher à aller se justifier ou aller se battre. Alors, il y a des fois où, bien entendu, c'est utile. Quand on est, par exemple, confronté à des affaires juridiques, forcément, bien entendu, je suis pas en train de vous dire de vous taire, mais que parfois, il y a des cas où il vaut mieux laisser tasser la chose et elle disparaîtra d'elle-même. Je dis bien parfois. Bien entendu, tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une règle d'or, c'est plutôt une généralité et à appliquer à chaque situation et à chaque contexte, bien entendu. Combien de temps il nous reste? À mon avis, il nous reste... On a dépassé notre temps de 3 minutes. De 3 minutes. Alors, une autre chose, alors vite pour terminer, pour conclure, il y a peut-être aussi une méthode qu'on appelle aussi la méthode boomerang, qui nous permet aussi de réagir à la rumeur lorsque l'on sent vraiment que l'on est agressé encore et encore. C'est essayer de faire face à l'adversaire avec des faits et ne pas rentrer dans l'émotionnel. C'est-à-dire que parfois on va chercher à se défendre, mais notre action est dictée par l'émotion. Et en étant dicté par l'émotion, nos arguments sont souvent erronés, faussés, ou on peut justement encore plus nous attaquer. L'effet boomerang, c'est quoi? C'est se défendre en venant avec des faits. Si par exemple, je reprends l'exemple du collègue de travail qui vous a critiqué, eh bien, c'est venir avec des faits que ce collègue de travail a probablement aussi quelque chose à se reprocher. C'est que, par exemple, le mois dernier, il y a un client qui lui a fait un impayé de 150 000 € et qui serait peut-être bien qu'à sa place, il se taise un petit peu. Pas sa fraise, Voilà, qui ramène pas sa phrase. Là, on est dans le factuel. Il faut éviter d'être dans l'émotionnel et ça nous permet justement de pouvoir réagir de façon posée et de façon aisée, justement. Donc, oui. Oui, ça marche parce que en effet, cet effet boomerang, tu mets une pierre dans le jardin de l'autre, mais parfois c'est aussi de se justifier dans le sens factuel en disant écoute, il a été dit ça de moi. Quand on reprend les faits, ça ne ressemble à rien. Ce sont deux approches différentes aussi. Voilà.
Alors, tout ce que je suis en train de dire, bien entendu, on n'a que 15 minutes. On a un petit peu dépassé le temps. On n'a que 15 minutes pour parler d'un sujet qui est bien entendu bien délicat et plus complexe que nous l'avons exposé ici en un quart d'heure. Mais ce que j'essaye de communiquer dans ce petit entretien que nous avons en nous deux, c'est bien entendu qu'il y a des moments où il faut se défendre et que bien entendu il y a des moments où il ne faut pas se laisser faire. Hein, donc ne me comprenez pas. Oui, tout à fait. Ne me comprenez pas de travers. Mais ce que je suis en train de dire, c'est le travail que l'on peut faire sur soi déjà nous permet de relativiser et que parfois la médisance, c'est tout simplement de la maladresse de la part de l'autre et que c'est peut-être justement une ouverture qui nous permet de dialoguer, de s'entretenir. Et si le dialogue n'est pas possible, si c'est au travail, demandez à votre supérieur d'avoir un entretien. Mais ce que j'essaye de communiquer dans notre émission, c'est de relativiser pour essayer de se faire mal soi-même, parce que souvent, le regard que nous portons nous-mêmes sur la médisance amplifie ce qui a déjà été dit, et si on peut déjà travailler sur soi et la perception de ce qui a été dit, ça nous rend déjà plus aptes à mieux réagir. Et je dis bien réagir, parce que parfois il le faut. Il y a des très très belles techniques en PNL où on parle justement de mettre une table entre l'interlocuteur et toi et tout ce que dit la personne. Les mots tombent sur cette table, c'est très imagé, hein, les mots tombent sur cette table et tu prends ce qui t'intéresse, le reste tu le jettes à la poubelle. Exactement. Donc il y a des très très belles techniques pour ça. Je vous inviterai à reprendre contact d'ailleurs avec Michel ou avec la radio et on pourra vous faire suivre ces techniques. Eh bien voilà, c'est globalement ce que je voulais dire, c'était centré plutôt sur un regard plus positif sur la médisance, tout en restant bien entendu très terre à terre et pragmatique. En tout cas, ne vous laissez pas détruire déjà par vous-même, c'est le message que je voulais donner dans cette émission. Merci beaucoup Michel, moi je reviens juste sur le début, en effet, ça peut être aussi un apport positif, la médisance, et comme tu le disais justement, on a tous un moment ou un autre dans notre vie médit, et ça arrive régulièrement, ça m'arrive tous les jours. Ça ne tue pas celui qui le dit et ça ne tue pas celui qui le reçoit. Maintenant, à nous de relativiser et voilà. Et ça nous permet justement de prendre du recul, de la hauteur et de mieux réfléchir sur comment on va réagir ou pas. Merci beaucoup Michel. On va se retrouver pour une prochaine émission qui sera comment faire face à la méchanceté. Ça c'est justement en lien avec ce qu'on vient de dire. Et voilà, tout à fait. Donc semaine prochaine les amis, regardez cette émission. Allez Michel, à tous. Bye bye.